Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille. Et au jour le jour, le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Quant à notre talk, aujourd'hui, on va faire un focus sur le métier de développeur. Objectif de cette émission, tenter de comprendre ce que devient le métier de développeur à l'heure de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, nous allons nous demander si coder sera encore une compétence essentielle demain, quels sont les profils tech recherchés par les entreprises, mais également comment former efficacement les talents de demain. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités. Julien Cyr, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur France de Holberton School et Brice Broussol, bonjour. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, architecte logiciel chez You Know Why. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. Ma chérie, on dit 19h30 pour le repas ce soir? Parfait. Un poulet basquez? Ok. Va falloir que j'intervienne. Bon, écoute Christophe, j'ai absolument besoin du dossier à Riri pour demain. Jean-Paul, l'appartement de Madame Sassoon va pas se refaire à neuf si on s'active pas. Parce que ce dossier est très important pour J'ai moi. donc besoin il me- de 5 pots roses en plus de la palette. Il me le faut pour... Je te laisse, Jean-Paul. Je te rappelle Christophe. Vous avez dit que vous arrêtez de travailler à 18h et il est 21h14. Papa, t'as répondu à tes clients pendant que tu me donnais le bain. Tu m'as savonné avec du dentifrice. Maintenant, c'est simple. Les ordinateurs, c'est au salon. Et à partir de 18h, c'est dans le placard. Ils ont raison. Allez, fini pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez venir nous aider? Je t'avais dit qu'on aurait dû faire une pause toutes les 8 heures. Le télétravail s'est imposé dans les foyers français. Attention à la saturation des visioconférences. Mettez en place des règles strictes pour marquer une vraie frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Un employeur ne doit pas vous solliciter en dehors des horaires établis. Si vous le pouvez, essayez de dédier un espace chez vous. Cela permet d'empiéter moins sur les autres pièces de vie. Donc en ce moment, vous me disiez que vous étiez au bord de la dépression. Oui, j'en peux plus, docteur. Je suis en surdose. On m'utilise tout le temps depuis le confinement. Je vais craquer. Parlez-moi de ces longues journées. Ils sont les architectes du web, ceux qui conçoivent, construisent et font fonctionner les applications que nous utilisons tous les jours, et ce grâce à un langage bien spécifique, le code. Mais aujourd'hui, il se pourrait que les développeurs soient en danger face à l'IA générative. Et oui, puisque désormais, le code peut être généré, corrigé et optimisé par des IA en quelques secondes. Résultat, le métier évolue, les compétences attendues aussi, et forcément, la manière d'apprendre ce métier évolue elle aussi, et c'est justement le sujet de notre émission du jour. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Julien Cyr, directeur France de Holberton School, et puis Brice Broussol, architecte logiciel chez You Know Why. Alors, j'ai commencé un petit peu à expliquer ce qu'était le métier de développeur dans le lancement de cette émission, mais peut-être que Julien, vous pouvez nous réexpliquer en quelques mots en quoi consiste ce métier pour ceux qui ne le connaissent pas. Bien sûr, le développeur informatique, c'est quelqu'un qui conçoit des applications. Alors les applications, ça peut prendre différentes formes. Des jeux vidéo, des sites internet, des sites d'e-commerce, mais aussi des choses beaucoup plus métiers qu'on retrouve dans les entreprises, des logiciels pour faire de la comptabilité, des logiciels pour faire du traitement de texte, etc. Ce sont les développeurs en informatique qui, derrière leurs écrans, écran noir, ligne de code verte ou blanche dans l'imaginaire collectif, vont compiler ces lignes de code pour déployer un programme. Bon, effectivement, c'est beaucoup plus clair comme ça. On va clarifier autre chose aussi, c'est que par abus de langage, on parle souvent de l'IA, enfin du boom de l'IA. En réalité, en ce moment, ce qu'on vit, c'est plutôt le boom de l'IA générative. Et ça, c'est important, cette différence, parce que l'intelligence artificielle, Brice, elle était déjà utilisée par les développeurs jusqu'à présent. Ça existe depuis très longtemps. En fait, on l'utilisait pour faire des chatbots, on l'utilisait pour faire tout un tas de choses, mais pas forcément coder. Aujourd'hui, il y a une explosion, puisqu'on peut parler à une IA, on peut lui faire des choses, et effectivement, ça bouleverse un peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec. Alors, qu'est-ce qui change justement avec cette nouvelle génération d'IA ? Eh bien, déjà, on peut, pour
pour ma part, en tout cas, c'est de faire un peu exploser notre créativité en termes de développeurs, plus se concentrer sur vraiment faire les lignes de code, mais plutôt de se dire qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et donc, du coup, faire exploser un peu notre créativité, notre jus de cerveau, pour arriver à créer de nouveaux produits et beaucoup plus vite. Vous partagez cette opinion ou est-ce que Oui. vous voyez peut-être d'autres cas d'usage? Non, totalement. En fait, le métier il est en train de se déplacer. On est en train de ne plus être sur des personnes qui produisent du code, mais plutôt qui sont dans la conception du logiciel, donc des postes qui s'élargissent. Là où avant, on avait vraiment des équipes très dédiées, très focalisées, avec des personnes qui produisent du code et d'autres qui orchestrent, qui architecturent. Donc on est sur quelque chose qui devient, je pense, plus passionnant. Ce que vous nous expliquez quelque part, c'est que là où on avait un profil, j'ai envie de dire, très technique avant du côté du développeur, là on a peut-être un petit peu plus de créativité, peut-être plus d'humain aussi qui se met, qui arrive dans ce métier. Alors, pour des cas concrets, oui, aujourd'hui, on va avoir des développeurs qui vont réfléchir plus à la sécurité, qui vont réfléchir plus à leurs fonctionnalités qu'ils vont implémenter, plus à ce que vraiment va attendre en fait, l'utilisateur des applications, et donc du coup, ne pas se concentrer uniquement sur les lignes de code, est-ce que j'ai bien fait, puisque l'IA va l'accompagner à bien faire. Ça veut dire qu'on est sur l'émergence de profils hybrides, finalement, avec des nouvelles compétences. Oui, par contre, je ne dirais pas qu'on est sur des profils moins techniques. Je pense que la technicité, elle est fondamentale. On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent à vibe coder, donc utiliser l'IA générative pour coder alors qu'ils n'ont pas forcément de formation technique. Et on voit que le résultat va être très différent quand quelqu'un a une formation technique et utilise l'IA générative pour coder et quelqu'un qui n'a pas ses fondamentaux. On ne part pas forcément dans la bonne direction, on ne fait pas forcément les bons choix au démarrage et puis on se retrouve très vite confronté à des limitations. Donc je pense que la technicité, au contraire, elle garde sa place et on va avoir besoin de plus en plus de technicité. Par contre, dans son utilisation au quotidien, les gestes qu'on fait au quotidien, eux, changent et effectivement laissent plus de place à la créativité et un peu plus aux relations humaines, parce que c'est vrai qu'on a peut-être ce stéréotype dans la tête de l'ingénieur en informatique tout seul dans son coin. Bon, en réalité, dans les entreprises, c'est très différent et l'informatique n'est plus un service support, mais fait partie intégrante de l'entreprise et il n'y a plus cette isolation des équipes techniques. Juste, je rebondis sur le fait de vibe coder. Donc moi, je ne connaissais pas du tout ce terme, cette tendance. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui, avec l'arrivée de l'IA générative, estiment qu'ils sont en mesure de faire le travail d'un développeur, si on grossit le trait, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je pense que vous avez utilisé des outils d'IA générative pour faire des présentations, générer des images, peut-être même des vidéos, des interviews. Aujourd'hui, on peut générer un programme. Vous pourriez lancer un site internet toute seule depuis Claude, ChatGPT ou tout autre LLM qui vous ferait plaisir. Ça veut dire qu'en entreprise, on voit aussi arriver de nouveaux profils de personnes qui n'ont peut-être pas tout à fait la formation adéquate, mais qui se sont formés sur le tas et qui comptent un petit peu sur l'IA pour faire de la magie, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est encore assez frileux et que chacun garde... C'est encore un peu tôt. Si moi je reviens à mes expériences avec l'IA générative pour coder, elle remonte à 2 ans. Ce qui est déjà assez vieux finalement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et à l'évolution sur laquelle on va. Mais il y a des profils qui commencent à changer un peu la façon dont ils travaillent. Il va y avoir encore des gens un peu frileux où ils vont dire « Oui, mais attendez, moi je sais coder, donc du coup je vais coder, je ne vais pas laisser l'intelligence artificielle coder à ma place. » Et il y en a d'autres qui vont dire « Ok, comment je vais faire en sorte de gagner du temps, contrôler ?» Et je rebondis sur ce qui a été dit précédemment, c'est il faut forcément connaître la technicité. Vibe coder, il va y avoir des gens qui vont avoir l'impression de faire des applications, mais elles ne vont pas être sécurisées, elles ne vont pas être techniquement viables pour beaucoup de monde pour utiliser son application. On ne va pas réinventer une application et aller battre Facebook sans connaître la technique. Et donc, il faut avoir cette technicité et avec cette technicité, aller plus vite. Oui, parce que ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, hein, le métier de développeur dans cette émission, c'était assez récemment d'ailleurs. Et l'un des points qui était ressorti de mon échange avec l'invité de ce jour, c'est aussi qu'on peut créer du code avec l'intelligence artificielle, mais effectivement, après, quand il y a des bugs et des choses comme ça, si on n'a pas été à l'initiative, si on n'a pas écrit ces lignes de code, c'est beaucoup plus difficile de résoudre les problèmes. Totalement. Mais on voit bien que dans les entreprises, il y a des choses pour lesquelles ça peut être très bien. On a besoin d'un petit site internet pour ce week-end parce qu'on fait un événement. Le site, il sera jeté la semaine prochaine. S'il n'est pas extrêmement sécurisé, extrêmement stable, etc., au final, ça peut faire le job. Et plus on va passer dans le temps, plus on va avancer dans le temps, plus le code va être de qualité. Par contre, c'est illusoire de croire que tout seul, avec son IA, on va faire mieux que des éditeurs de logiciels ou des entreprises de services numériques qui, elles aussi, sont équipées à l'IA. Parce qu'en fait, il y a une question de montée en puissance
Il y a 2 ans, on était peut-être quelques-uns à utiliser l'IA dans notre coin, et puis les entreprises n'étaient pas équipées. Mais les entreprises s'équipent, donc c'est plus l'humain contre l'IA, c'est l'humain plus l'IA contre l'IA, et c'est contre les entreprises avec l'IA. Bon. Et j'appuierais même sur, on augmente les développeurs, la capacité des développeurs, ça devient un peu des cyborgs, en plus avec l'IA, mais ça reste eux et leur intelligence qui est boostée. Bon, vous êtes plutôt le regard entreprise, j'ai envie de dire, on a d'un côté le regard formation, d'un côté le regard entreprise. Du point de vue de l'entreprise, comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui l'arrivée de l'IA par les équipes, par exemple, de YouKnowHi ? Dans les équipes de YouKnowHi, il y a, on va dire, 2 écoles. Vraiment, ceux qui sont un peu réfractaires, qui sont de l'ancienne école et qui vont arriver à regarder l'IA en mode non, je ne veux pas l'utiliser, ou je vais l'utiliser pour des tâches simples, et d'autres qui vont vraiment s'accaparer l'outil pour essayer de créer. On a aujourd'hui au sein de YouKnowHi la capacité de créer des preuves de concept très très rapidement, mais ça reste des preuves de concept. Ça nous permet d'être très très créatifs, même de valider des éléments techniques, mais des choix techniques, avant même de créer le résultat final très sécurisé. Donc on a vraiment ces 2 écoles qui sont, à mon avis, une qui va disparaître malgré elle, qui est celle qui ne veut pas prendre de l'IA parce qu'elle n'ira pas assez vite. Et c'est dommage, à mon sens, puisqu'il faut arriver à utiliser cette compétence supplémentaire qui est l'IA pour avancer plus vite et réaliser plus vite. Est-ce qu'à l'instant T, quand on parle, vous craignez peut-être une fracture entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas ? Une fracture, non, parce qu'on va dire que les collaborateurs, ça reste des humains et ils travaillent en bonne intelligence. L'humain reste quand même le centre. On est plutôt sur l'augmentation de la capacité de productivité qui va être en focus. Et là, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer entre ceux qui vont réaliser vite et ceux qui vont réaliser moins vite. Julien, on dézoome un petit peu, on va parler des entreprises de manière générale. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'IA, elle est intégrée dans le processus de formation des entreprises, ou est-ce qu'elles attendent plutôt des équipes qu'elles se forment par elles-mêmes ? Il y a les 2. Il y a beaucoup d'entreprises qui expérimentent, mais il y a peu d'entreprises qui implémentent, en réalité. Ce n'est pas devenu une pratique courante. Et on voit bien que ça vient plutôt des collaborateurs. C'est les collaborateurs qui poussent, qui ont des usages personnels et qui vont les pousser dans le monde de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle voit bien qu'il ne faut pas qu'elle loupe le train, qu'il ne faut pas qu'elle prenne le virage. Et donc, il y a de plus en plus de formation, au moins de prise en main de l'IA générative qui est déployée. Et c'est extrêmement important. Je pense qu'on est en train de vivre à nouveau une révolution technologique. Alors si c'est industriel, parce que l'IA, c'est comme l'arrivée de l'électricité, mais c'est plus comme il y a une vingtaine d'années, l'arrivée du cloud computing, où tout le monde s'est dit « Ah là là, je vais perdre mon travail, c'est plus les mêmes compétences, je perds la maîtrise de la technologie », c'est la même chose avec l'IA en fait. On n'a rien perdu avec le cloud, on a au contraire augmenté les capacités de production. Et l'IA va probablement faire la même chose. Sur cette initiative qui vient plutôt des collaborateurs que de l'entreprise, c'est aussi un sentiment que vous partagez ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé chez YouKnowHi, c'est un peu les collaborateurs qui ont fait rentrer l'IA un peu de force. Après, on s'est réunis un peu en quorum pour réfléchir comment on pourrait l'apporter au sein de YouKnowHi. Et du coup, on est arrivé à un consensus qu'il allait y avoir des personnes qui allaient former les équipes. C'est ce qui se passe au sein de l'entreprise, où c'est moi-même qui donne les cours, dispense les différents cours sur l'IA à différents niveaux pour les différentes personnes. Et ensuite, de prendre du temps avec chaque collaborateur sur des sujets, les accompagner, parce que l'utilisation de l'IA est complètement différente selon le profil. Aujourd'hui, on parle des développeurs, mais ça touche toute l'entreprise. Bon, on va continuer à parler de tous ces sujets. Ça sera en seconde partie d'émission, bien évidemment. Mais d'abord, vous le savez, c'est le moment d'aller faire un petit tour du côté de la planète tech. Est-ce que je dois encore vous répéter que c'est le meilleur d'Internet ? Non, c'est la sélection de Dylan Colère. C'est forcément le meilleur d'Internet. The sun blazed so brightly up in the summer sky.
I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder. Experimentação, ó, costurei aqui, peguei aqui, agora eu vou esticar. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mes invités avec qui on parle du métier de développeur et de la manière dont l'intelligence artificielle a bousculé les codes autour de ce métier. On continue à en discuter tout de suite dans la seconde partie d'émission. À bousculer les codes, voilà un beau jeu de mots pour justement vous poser une question, Julien, sur le fait que, essentiellement, le métier de développeur, c'est d'écrire du code. Si avec l'IA, on n'écrit plus de code, on n'a plus besoin d'écrire de code, qu'est-ce qui reste comme tâche à faire pour le développeur? On a commencé à l'évoquer, mais pour ceux qui nous rejoindraient en seconde partie d'émission, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui code, il ne se met pas devant l'ordinateur et il ne se met pas à coder. C'est pas ce qu'on voit dans les films. Il y a un vrai processus de réflexion, d'architecture. Qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, quelle technologie on va utiliser. Et quand on arrive au code, c'est un petit peu quand on rédige la copie finale de sa dissertation. En fait, on a plusieurs brouillons, on les réunit. Donc le métier de développeur, il évolue dans ce sens-là. Il ne va plus être celui qui écrit la belle ligne de code, mais il va toujours être celui qui pense, qui réfléchit, qui choisit et qui, à la fin, vérifie que ça a été fait correctement. En tout cas, dans les prochaines années, on ne peut pas prévoir ce qui se passera après. Brice, on a évoqué le fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont tout de même conscience qu'il y a une révolution qui se fait autour de l'IA générative, même si elles ne la prennent pas forcément à bras-le-corps. Est-ce qu'en revanche, les attentes lors du recrutement, elles changent, en ayant conscience justement que l'IA vient bousculer certaines choses? Oui, ça change parce qu'on va demander à avoir un peu plus de vision, plus dans mon métier du coup d'architecture, que la personne soit un peu plus ouverte à comment on fabrique entièrement un logiciel, parce que les logiciels, c'est plusieurs briques, au niveau des serveurs, au niveau des navigateurs web, au niveau de plein de parties, au niveau du mobile. Et jusqu'à présent, en gros, chaque poste était bien séparé. Aujourd'hui, on demande à ce que ça soit un peu plus ouvert, que les gens cassent un peu leurs limites et deviennent un peu architectes de la solution. C'est ce qu'on va demander à faire pour ensuite demander à l'IA de les accompagner. Tous les profils vont avoir des appétences particulières, du design, de l'hyper-technicité, mais il faut arriver à avoir ce niveau d'architecture pour pouvoir ensuite rentrer et produire plus, on va dire. Julien, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Là, à l'instant T, mais peut-être aussi dans 5-10 ans, des nouveaux métiers, des nouvelles attentes des entreprises? Il y a déjà des nouveaux métiers, mais en fin de compte, c'est très difficile de prévoir les futurs métiers. S'il y a 5 ans, on avait dit qu'on aurait des prompt engineers dans les entreprises, personne ne savait de quoi on parle. Aujourd'hui, on comprend très bien qu'on a des spécialistes du prompting en entreprise. Donc les métiers, ils évoluent, mais les métiers de développeurs aussi. On veut des développeurs augmentés à l'IA, on veut des développeurs qui savent gérer une équipe d'agents, d'agents qui vont produire du code. Donc il y a tout un tas de métiers qui sont en train d'émerger. On sait que c'est autour de l'intelligence artificielle générative. Maintenant, dire comment est-ce qu'ils vont être nommés, quelle quantité, à quelle échéance, tout ça, ça se fait un petit peu au jour le jour. On est dans un monde qui bouge très vite.
On double les capacités d'IA générative du code tous les 4 à 7 mois. Il y a 2 ans, le code produit, c'était moins de 5% d'un code de qualité humaine. Aujourd'hui, on est quasiment à 80%, voire peut-être même 86% avec les dernières annonces. Donc on commence à être sur quelque chose qui est stable, qui fonctionne. Donc on voit bien que l'humain se repositionne pour utiliser la machine de manière encore plus efficace. Et en même temps, vous vouliez réagir, pardon. Oui, et en plus, je rebondissais sur ce qui a été dit, c'est que ça change tellement vite. Tous les jours, il y a de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses qu'on peut apporter dans notre travail de tous les jours. Et d'ailleurs, il y a des services maintenant qui se créent dans les entreprises qui doivent accompagner justement ces changements au fil du temps. Parce que toute nouvelle fonctionnalité, façon de faire, doit très vite rentrer dans les mœurs de l'entreprise. Forcément, oui, pardon. C'est pour ça que je pense que la capacité d'apprendre à apprendre, elle devient de plus en plus importante. Apprendre un langage, une technicité, un framework, alors déjà, ce n'était pas la position qu'on avait chez Alberton depuis le démarrage. Ça change très vite, ça changeait très vite. Mais aujourd'hui, ça change plusieurs fois par an. Donc apprendre une technologie aujourd'hui, on va rentrer sur le marché du travail dans 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est déjà obsolète. Donc il faut vraiment être en capacité d'apprendre à apprendre et se former en permanence sur ces nouvelles technologies. Bon, ce qui nous a permis de glisser tranquillement sur le sujet qui nous importe peut-être le plus, j'ai envie de dire, dans l'école du futur, c'est celui de la formation des développeurs juniors, ceux qui arrivent tout juste sur le marché du travail. Brice, en termes d'opportunités, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'ils sont plus en difficulté que vous, peut-être, au début de votre carrière, ou est-ce qu'au contraire, l'IA, ça leur apporte un avantage ? Alors, je pense que c'est plus dur aujourd'hui que quand je suis arrivé, même si ça commence à être un peu daté. Moi, je suis arrivé dans l'informatique. Mais en tout cas, c'est plus dur, mais je ne suis pas sûr que ça soit complètement lié à l'IA. L'IA, elle est plutôt vue dans les entreprises comme une capacité à grandir plus vite, à faire beaucoup plus de choses, plutôt que d'essayer de réduire les équipes. En tout cas, chez Unwise, c'est le principe qu'on s'est donné, c'est de faire plus avec ce que l'on a. Et ça n'interdit pas de faire venir encore des jeunes. Et c'est plutôt se poser la question comment on va mentorer ce côté-là, l'apport de comment on va accompagner les nouveaux entrants avec les sujets IA et comment ça fonctionne chez nous. Julien. On voit bien que nous, les jeunes, à la sortie de leurs études, il y a 2 ans, ils n'avaient aucun problème pour trouver un job. Vraiment, c'était plutôt, ils avaient plusieurs jobs et ils choisissaient. Mais on était dans une période assez folle. On était post-Covid. On était vraiment dans toutes les entreprises veulent faire grossir leurs équipes de développeurs pour produire plus. Et on a peut-être un petit peu trop embauché. On a l'IA générative qui arrive et qui promet des miracles. Et puis, tout doucement, là, on arrive en 2026, en 2025 d'abord, où on réalise que l'IA ne va pas tout faire. On réalise qu'on a peut-être un petit peu surembauché. Et du coup, on veut des équipes plus seniors et les équipes avec l'IA. Et donc, les juniors en font un petit peu les frais. Et puis, on arrive en 2026, où là, on voit en final qu'il y a un énorme rebond. C'est-à-dire que là où on disait le métier de développeur informatique est mort, mais en fin de compte, non, on va avoir encore plus besoin de développeurs en informatique. Tout simplement comme avec l'arrivée d'Internet. Au départ, on s'est dit ça va tuer des jobs. Pas du tout, ça en a créé. C'est une nouvelle... voilà, il faut, comme quand l'électricité est arrivée, il y a toutes les entreprises qui ont su s'en saisir et développer des nouveaux produits, des nouveaux services. Ça va être la même chose avec l'IA. Donc j'étais inquiet hier pour les jeunes. Il y avait une période un petit peu à passer, et là, on va repartir. Bon, on aime bien ce genre de nouvelles dans l'école du futur. Brice ? Oui, je rebondis encore, et je suis encore d'accord avec ça, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez nouveau, et les entreprises essayent de se l'accaparer, mais essayent de savoir comment l'utiliser aussi. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur, OK, on essaye de voir ce que ça nous apporte, cette IA générative, comment on la sécurise, comment on fait en sorte que on ne va pas avoir nos données qui vont partir ailleurs, et aussi comment on fait pour faire grandir les gens dans l'entreprise et aussi faire rentrer de nouvelles personnes dans cette entreprise. Du coup, et là, on est un peu entre 2 étapes, et du coup, la prochaine étape, c'est clairement comment arriver à recréer un cycle où on va avoir du mentorat, des juniors. On n'y est pas encore, mais on y travaille. Sur la question des formations, et c'est là que vous allez peut-être pouvoir le plus nous éclairer aujourd'hui, Julien, est-ce que les formations se sont mis au diapason de l'arrivée de l'IA, ou est-ce que dans les cursus, on n'a pas encore tellement pris l'ampleur finalement du phénomène et on a un petit retard là-dessus ? Je pense que tout le monde a pris l'ampleur. Et après, il y a peut-être plus ou moins de marketing et de communication en fonction des formations. Et après, il y a des approches dans les formations dans ces métiers-là qui sont assez fondamentales. Il y a les approches où on est acteur de sa formation, où on apprend par la pratique. C'est le cas chez Alberton School ou à l'école 42, par exemple. Et d'autres écoles où on est plus sur un format traditionnel. Les écoles où on apprend sur la pratique, on est très connecté au monde de l'entreprise. Et du coup, de facto, on utilise les technologies qui sont utilisées en entreprise.
Mais on a un savoir fondamental. On continue d'apprendre vraiment les bases techniques pour être dans la meilleure capacité possible de les utiliser. Donc on est vraiment dans cette logique-là, d'apprendre à apprendre à s'augmenter avec les technologies qui sortent sur le marché au fur et à mesure qu'elles arrivent. Est-ce que, selon vous, on doit intégrer l'IA dans la formation obligatoirement, ou est-ce que justement ça peut s'apprendre après? C'est-à-dire que j'entends par là qu'il faut d'abord se former sur le côté technique, justement le code, ne pas se faire aider par une IA pour avoir de bonnes bases solides, ou est-ce que c'est vraiment essentiel pour que quand on arrive en entreprise, on soit déjà opérationnel? Vous savez, c'est comme quand on veut courir, il faut d'abord apprendre à marcher. Alors on voit bien que les bébés, ils essaient de courir directement. Et qu'est-ce qui se passe? Ils font 3 pas et ils tombent. Et après, ils apprennent à marcher. Je pense que c'est la même chose. C'est extrêmement important d'avoir des bases solides. Par contre, là où avant, on passait beaucoup de temps sur les bases solides et on intégrait l'IA après, chez nous, c'était en 2e année, on avait une spécialisation en machine learning, intelligence artificielle. On a produit des personnes qui travaillent aujourd'hui dans les grandes boîtes d'IA et qui sont à l'origine de ces LLM, entre autres. Mais aujourd'hui, on a un devoir face aux besoins des entreprises. Les entreprises, elles ne veulent pas recruter un junior en sortie d'école qui ne sait pas utiliser l'IA générative pour coder. Donc, on a revu notre approche pédagogique, en tout cas chez nous, pour se dire il est important d'utiliser les outils dès le démarrage. Alors, on ne réduit pas les apprentissages fondamentaux, mais on leur donne des outils supplémentaires pour les aider à réviser leur code, pour les aider à commenter, pour les aider à se challenger, pour étudier la sécurité. Donc la façon dont on apprend, elle change. C'est vrai qu'on a réduit, nous en tout cas, on n'est pas les seuls, mais on réduit un petit peu certains savoirs fondamentaux, mais très légers. On va plutôt réduire tout ce qui est, ce qu'on disait tout à l'heure, les langages à la mode. Bah ça, en fait, on en apprenait quelques-uns pour être opérationnel en entreprise. Maintenant, on n'y passe quasiment plus de temps parce qu'on va plutôt passer du temps à ce qu'ils comprennent bien comment le faire avec l'IA générative. Bon, alors, toutes ces discussions m'amènent à une question qui est un petit peu plus philosophique. Brice, peut-être vous allez pouvoir commencer. C'est de votre opinion, est-ce qu'il existe aujourd'hui un risque de dépendance à l'IA, spécifiquement dans votre secteur? Je pense que oui. Je pense qu'on est passé dans un autre monde, qu'il va falloir malgré nous le suivre. Il y a un contexte géopolitique qui nous oblige ça aussi, pour les entreprises françaises, européennes, de suivre nos camarades américains et chinois, où on va devoir forcément prendre ça à notre compte et s'assurer qu'on le fasse à notre manière et pas à celle qui nous est imposée. Vous en pensez quoi? Je suis totalement aligné. Je pense que la dépendance, elle va être de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait incapable de vivre sans électricité. Demain, on sera incapable de vivre sans intelligence artificielle. On voit bien que quand on commence à l'utiliser, si elle est indisponible parce qu'il y a un problème, on sent qu'on est en difficulté. Donc, effectivement, la dépendance, elle se développe. Il y a même un symptôme qui apparaît chez les développeurs, c'est le manque de tokens arrivé. Donc on a un nombre de tokens utilisables par heure, par jour, par semaine. Et des fois, on arrive au plafond. Et des fois, on peut avoir des syndromes de manque où un développeur se retrouve devant son écran. Je n'ai plus de tokens. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, code normalement. Comme on pouvait le faire auparavant. En un mot, juste, dans 5-10 ans, selon vous, votre vision du métier de développeur? Ça sera de très beaux architectes qui vont pouvoir dépasser leurs limites juste de codeurs, mais qui vont pouvoir penser un produit en entier, mais en ayant forcément les compétences techniques. C'est obligatoire. Julien? Alors, je suis d'accord, je dirais à 3 ans. À 3 ans, voilà, on continue d'avoir des développeurs qui vont faire de moins en moins de code, peut-être de plus en plus dans l'architecture, la vision produit, vraiment une vision à 360. Dans 5 à 10 ans, je ne sais pas dire. Les modèles évoluent tellement vite que je pense que le monde tel qu'on le projette aujourd'hui va être chamboulé. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Je le rappelle, donc Julien Cyr, directeur France de Holberton School, et Brice Broussol, architecte logiciel chez You Know Why. Merci aussi, comme d'habitude, aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi. Je vous souhaite un excellent week-end avec plein de soleil, a priori. En tout cas, je l'espère pour vous. D'ici là, portez-vous bien.